BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bienvenue dans le club BFM Crypto. On est ensemble jusqu'à 15h30. Comme tous les jours, on va parler de fiscalité aujourd'hui. Oui, il faut déjà préparer la suite alors que la période fiscale vient de se terminer. On va aussi parler de formation et des Bitcoin Treasury Companies. Plein de sujets dans cette émission avec Nathan Jaron de la Blockchain Business School. Bonjour Nathan, ravi de vous retrouver dans cette émission. Le club crypto, Alexandre Lourimi est avec nous, partenaire chez Orwell. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et William L, journaliste crypto BFM Business, qui s'en va après cette émission. Et on est bien triste, donc on est ravis de vous avoir dans cette émission. Dernière émission pour vous. William, vous allez continuer, vous pouvez continuer à nous poser toutes vos questions, que vous soyez débutant ou investisseur crypto averti. Notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti, soyez les bienvenus. Tiens, mais justement, William, on va commencer par vous et ce phénomène des Bitcoin Treasury Company. Tout le monde en veut du Bitcoin, un particulier État-entreprise. On peut presque dire que 2025, c'est l'année des trésoreries en Bitcoin. Chaque semaine, de nouvelles sociétés s'y mettent. On s'intéresse évidemment à cette tendance aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le Bitcoin, il a le vent en poupe entre les États qui créent leurs réserves. On pense au Salvador, États-Unis, récemment le Pakistan, les États qui ont déjà du Bitcoin saisis dans des affaires, mais qui n'officialisent pas leurs réserves. On pense à l'Angleterre. On a aussi un cadre légal qui s'est assoupli et qui désormais permet aux entreprises d'en détenir avec des sociétés qui proposent des ETF et donc forcément qui elles aussi achètent du Bitcoin. Et puis on a ces sociétés qui ont décidé d'ajouter du Bitcoin à leur bilan comptable pour diversifier leurs actifs de trésorerie. Dernière en date très connue, le PSG. Oui. Alors, même si la démocratisation de cette tendance, elle est nouvelle, la tendance, elle ne l'est pas. On a Tesla qui a du Bitcoin dans ses caisses depuis bien longtemps. Il y a une autre tendance, par contre, qui arrive en force. En ce moment, ce sont les Bitcoin Treasury Company, ces sociétés cotées en bourse qui imitent ce que fait Stratégie, anciennement MicroStrategy, et qui ont pour but d'accumuler du Bitcoin. Ça devient pour certaines, d'ailleurs, quasiment leur seule fonction. Ce qui fait, d'ailleurs, et on le voit, grimper leur valorisation en tant qu'entreprise. On voit, d'ailleurs, pour Stratégie, ça a été un pari gagnant, puisque son cours, il est passé de une dizaine de dollars même en 2020 à près de 400 dollars aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est la recette miracle? Est-ce qu'il n'y a pas certains risques à prendre en considération? Oui, forcément, il y a des risques et ils ont d'ailleurs été pointés du doigt par un analyste de la banque Standard Chartered. Dans cette analyse, il se concentre surtout sur ces Bitcoin Treasury Company, ces sociétés dont le produit principal est l'achat du Bitcoin. On met de côté les entreprises comme Tesla, Block ou encore Coinbase, par exemple, dont le produit principal est la plateforme de trading. Ces sociétés, elles ont été exclues de cette analyse car elles ont des activités directement liées aux cryptos ou des stratégies d'investissement différentes. 61 sociétés cotées en bourse ont été analysées et elles détiennent ensemble plus de 670 000 bitcoins, près de 3,2% de l'offre totale de bitcoin. Et sur ces 61, il y en aurait 58, selon cette analyse, qui pourraient faire face à des liquidations forcées si le bitcoin repassait en dessous de 90 000 dollars. Alors pourquoi ? Premièrement, parce qu'aujourd'hui, elles valent souvent plus en bourse que la valeur nette de ce qu'elles possèdent, grâce à la tendance du moment. Les investisseurs misent sur le potentiel de hausse qui d'ailleurs peut être parfois largement supérieur en termes de multiples par rapport au Bitcoin. En clair, elles pourraient être surcotées. Deuxièmement, le prix d'achat moyen du Bitcoin de ces sociétés qui est souvent aux alentours de 100 000 dollars car elles ont enclenché cette trésorerie depuis peu alors qu'on est aujourd'hui sur de très hauts niveaux. Et c'est ce qui les différencie de Stratégie, qui, eux, ont enclenché cette stratégie depuis bien longtemps. Ils ont accumulé du Bitcoin et désormais, leur prix d'achat se situe aux alentours de 70 000 dollars, ce qui leur laisse de la marge. On pourrait être dans une situation tout à fait saine, tout comme on peut être dans une bulle. L'avenir nous le dira. Quel est le plan de ces entreprises dans ces situations risquées Alors, pour avoir échangé avec un dirigeant d'une de ces sociétés, il n'y a pas en réalité de liquidation forcée. Ces entreprises, elles ne seraient pas obligées de vendre leur Bitcoin s'ils passaient sous 90 000 dollars. C'est simplement la plus-value latente qui serait impactée. Et c'est un pari, en réalité, qu'elles font ces entreprises, un pari sur le long terme, voire le très long terme. On parle de 4 à 5 années. Et leur objectif, finalement, c'est surtout de maximiser le nombre de Bitcoin par action. Peu importe pour eux, finalement, le prix du Bitcoin. Alors, on va relativiser aussi avec le marché. On le disait au début, tous les voyants, ils sont ouverts pour Bitcoin en termes de régulation. Le Bitcoin aussi, il se fait de plus en plus rare. Aujourd'hui, sur les 21 millions, il y en a déjà 20 millions en circulation.
sur les plateformes de trading, aujourd'hui, le pourcentage de Bitcoin disponible à l'achat, il est à son plus bas niveau depuis 2018. C'est les conséquences forcément de ces achats massifs d'institutionnels. D'un autre côté, on a aussi ces Bitcoins inaccessibles, perdus à tout jamais, qui augmentent d'année en année à cause du décès de leur propriétaire, la perte des clés du wallet. Ce chiffre, il est évalué à 2 à 3 millions de Bitcoins perdus jusqu'à présent. Une dernière étude qui est sortie il y a une dizaine de jours, il l'estime à 6 millions de Bitcoins. Ouais. Bon, la fourchette, elle est large, mais même si on table sur 4 millions de bitcoins, ça fait quand même près d'un quart de l'offre totale qui serait perdue. Enfin, après, finalement, ça illustre un peu la tendance. Pour moi, c'est cette dernière proposition du réseau Bitcoin qu'on peut voir comme un signe qui anticipe cette hausse constante, celui de décaler la virgule pour compter ces bitcoins. Exit le Satoshi, ah oui, c'est vrai. Qui est le centime du bitcoin. Il deviendrait lui-même le bitcoin. Et notre bitcoin qu'on connaît aujourd'hui, il équivaudrait finalement à 100 millions de bitcoins. Bon, pour l'instant, c'est une proposition, elle n'est pas encore passée, mais finalement, ça collerait plus à la réalité, car au final, on se rend compte qu'on se partage de plus en plus chaque jour des miettes de Bitcoin. Votre avis, messieurs, sur la solidité de ce système, Nathan, vous en pensez quoi de ces Bitcoin Treasury Companies, comme ce qu'on vient d'expliquer? Sur le principe, je pense que c'est sain. Je pense que le risque, il dépend surtout des entreprises qui se lancent dans ces stratégies-là. Il y a les entreprises qui sont réellement solides, qui ont déjà un certain niveau de trésorerie avec un certain niveau de diversification et qui vont simplement intégrer Bitcoin en plus dans leurs actifs. Je ne suis pas très inquiète pour le PSG, je vous le dis tout de suite. Voilà, par exemple, parce qu'ils vont avoir des convictions sur le Bitcoin en lui-même, sur ses caractéristiques, sur le potentiel à long terme. Après, il va y avoir le problème des entreprises qui vont jouer sur cet argument avec un angle, on va dire, marketing, pour vendre en fait leur action et faire monter le cours de l'action. Puisque effectivement, on a pu constater sur les dernières entreprises qui se sont lancées dans cette stratégie-là que le cours en bourse réagit tout de suite. Donc, il va falloir différencier en fait ces entreprises-là. Je pense que ça viendra surtout de ce qu'il y a derrière, de quelles entreprises se lancent dans ces stratégies. Mais c'est surtout ça. Et est-ce qu'on a les épaules en France, en Europe, parce qu'on en a quelques-unes qui font ça effectivement, de concurrencer? Est-ce qu'on a les mêmes épaules aussi larges que Stratégie, qui fait ça depuis longtemps et qui a peut-être un petit peu pensé différemment peut-être son business model? D'après vous, Alexandre, est-ce que c'est risqué en tout cas ce comportement? C'est risqué. Enfin, pour moi, les Bitcoin Treasury Company, on en parle un peu. Pour moi, ça ressemble beaucoup à un ETF Bitcoin, finalement, parce qu'on va dire aux actionnaires de venir acheter des actions qui vont être exposées, finalement, corrélées au cours du Bitcoin. Donc, pour moi, ça ressemble beaucoup et ça peut être une stratégie d'entreprise viable, avec des risques un peu différents qu'un ETF, puisque le droit des sociétés n'est pas le même, l'objet n'est pas le même. Donc, peut-être que les mandataires sociaux ont plus de risques aussi sur ces sujets. Donc ça, c'est un premier point. Et après, sur le côté que vous évoquiez, sur le placement de trésorerie en entreprise, moi, pour parler à beaucoup d'entreprises, en fait, c'est quelque chose d'intéressant, mais pour des petites entreprises, voire grosses PME, qui vont avoir du cash dans l'entreprise à placer. Pourquoi elles ont du cash dans l'entreprise? Parce que c'est un outil, un levier fiscal de ne pas distribuer et de le laisser dans l'entreprise. Pour les gros groupes du CAC 40, la question, elle se pose différemment, parce que finalement, ces boîtes ne sont pas des boîtes qui ont vocation à investir, à faire des placements long terme de trésorerie. Les placements qui sont faits, c'est des placements assez court terme qui visent à financer l'opérationnel. Le reste de l'argent, soit il doit être distribué en dividendes, soit il doit être réinvesti dans l'opérationnel. Mais un groupe du CAC 40 n'a pas vocation à garder 10 ans une position sur un actif. Et donc la Bitcoin va faire sens, mais seulement dans cette petite poche, quand elle existe, d'investissement long terme dans la trésorerie d'une grande entreprise. Bon, et pour les Bitcoin Treasury Companies, William, il y a quand même, quoi qu'on en dise, un lien avec la valeur de Bitcoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si ça redescend dessous 90 000, on est à 109. Voilà. On sait qu'à la fin de l'année, si les cycles sont respectés, on va repasser en cycle baissier. Il y a un risque, en fait, de réatteindre à nouveau à peu près ces valeurs de 90 000 $. Alors, Bitcoin. le risque, oui, il va toujours être pour l'investisseur qui, aujourd'hui, va se dire, tiens, je vais acheter l'action d'une Bitcoin Treasury Company qui a déjà fait un beau multiple, peut-être, et qu'on a une chute demain. Forcément, le cours... et le cours va baisser et l'action va baisser. En général, c'est ce qu'on constate finalement, puisque c'est la réaction en chaîne des investisseurs. Donc forcément, cet investisseur-là, il va se faire avoir. Là où s'il rentre sur un Bitcoin aujourd'hui à 110 000, finalement, il a peut-être moins de risques
mais le multiple de gains sera moins risqué aussi, sera moins grand aussi. L'avenir nous le dira, effectivement, on verra ça en fin d'année, on en discutera ensemble dans cette émission. Nathan Jaron, vous vouliez revenir aujourd'hui, non pas forcément sur les formations en elles-mêmes, même si on va parler un petit peu tout à l'heure de ce que fait la Blockchain Business School, mais des arnaques crypto. C'est vrai qu'on en entend beaucoup en ce moment, on ne parle pas des enlèvements en l'occurrence, on parle des vraies arnaques. D'ailleurs, vous aviez fait un papier la semaine dernière là-dessus, William, et des arnaques toutes bêtes, quoi, du phishing, des arnaques pour les investisseurs comme vous et moi. Oui, c'est ça. Je voulais parler de ça parce qu'en fait ces dernières semaines, via la BBS, j'ai reçu beaucoup de messages en fait de personnes qui nous contactent pour dire je me suis fait voler mes cryptos, on m'a vidé mon wallet. Et je cherche de l'aide. Comment elles se font vider? Concrètement, ça se passe comment l'arnaque? On en a déjà parlé la semaine dernière. Il y en a différents types. Oui. Donc il peut y avoir par exemple, vous téléchargez la mauvaise application pour ce qu'on appelle un hot wallet, hein, donc un portefeuille qui est purement numérique. Vous téléchargez une application, mais c'est pas la bonne. Ou vous allez sur un site internet et en fait vous faites pas attention, c'est pas le site officiel, donc c'est pas le bon site. Voilà, ça existe hein, concrètement, et si on fait pas attention, on peut se faire avoir. Et dès lors qu'on n'est pas sur la bonne application ou sur le bon site, derrière, dès que vous rentrez des informations un petit peu sensibles, c'est récupéré, ça va être utilisé. Ensuite, il y a aussi les mails ou les SMS que vous pouvez recevoir. Donc là, par exemple, concrètement, j'ai une connaissance qui s'est fait avoir de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on lui a envoyé un mail avec sa phrase de 12 mots dedans. Et donc elle ne s'est pas méfiée de ce mail et elle a utilisé les 12 mots qu'on lui a envoyés. Bon, vous n'êtes pas censé recevoir ces 12 mots par SMS Exactement, ni par mail, hein, voilà. en l'occurrence, sachez-le. Donc c'est le mail effectivement qu'on voit ici à l'écran. Alors sans même parler du fait que les 12 mots sont dans le mail, ne serait-ce que esthétiquement, ne serait-ce que visuellement, vous ouvrez un mail qui ressemble à ça, là il faut se dire alerte rouge. Quelque chose ne va pas. Il faut prendre le temps en fait d'analyser un petit peu le mail et sa forme. Et ça en fait c'est de l'hygiène numérique. Ça n'a rien de spécifique avec les crypto-monnaies. Et de ce que je peux constater, en fait, beaucoup de personnes qui se font voler leur crypto-monnaie, quand on remonte à la cause racine, c'est pas quelque chose de spécifique aux crypto-monnaies. Bien souvent, c'est de l'hygiène numérique. Oui. Donc, c'est juste apprendre à faire correctement les choses dans le monde numérique. Donc, typiquement, se méfier du moindre mail ou du moindre SMS qu'on reçoit, ne pas cliquer trop vite sur un lien sans avoir pris le temps de réfléchir 2 secondes. Ne pas cliquer du tout. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas à l'origine, quoi qu'il arrive, de cette action. Donc, voilà. Il y a forcément quelque chose derrière qui est... Donc là, on est sur de l'hygiène numérique, sur le fait de faire attention aux mails et aux SMS qu'on reçoit. On pourrait parler aussi du comportement avec les mots de passe. Ouais. Avoir un mot de passe différent pour chaque compte. Ne pas avoir un mot de passe trop facile. Et là, pour vous en parler, je vais faire appel à la plateforme France Num, hein, donc une plateforme officielle, le portail de la transformation numérique des entreprises. Sur cette page-là, vous avez un tableau. Combien de temps faut-il à un pirate pour trouver votre mot de passe en 2025 ? On va prendre un mot de passe de 6 caractères, typiquement une date de naissance. Donc 6 chiffres. Là, pour 6 chiffres, on vous indique que c'est instantané pour qu'un pirate trouve votre mot de passe. Maintenant, si on garde 6 caractères, mais qu'on prend en compte donc des nombres, des lettres, majuscules, minuscules, et des symboles, là déjà, vous passez de instantané à 2 semaines pour 6 caractères. Et maintenant, toujours sur nombres, lettres, majuscules, minuscules et symboles, si vous mettez 2 caractères de plus, donc 8, vous passez à 164 ans. Donc c'est sur le tableau de cette plateforme. Donc, et après, du coup, plus vous augmentez le nombre de caractères, plus c'est extrêmement difficile en fait de craquer votre mot de passe. Oui. Alors par contre, ça veut dire que c'est pas des mots de passe que vous allez pouvoir retenir très facilement. Mais là, c'est pareil, c'est exactement comme pour les crypto-monnaies qu'on veut sécuriser avec ces phrases de sécurité de 12-24 mots et tout ce que ça engendre en fait comme logistique ou comme gestion personnelle, c'est que la facilité et le confort, ça a un prix.
Ouais. Donc là, avec les mots de passe, c'est exactement pareil. Vous utilisez un mot de passe très facile à retenir et pour tous vos comptes, c'est très confortable. Par contre, ça a un prix, c'est que c'est très facile à craquer. Et une fois qu'on vous craque votre mot de passe, si vous l'utilisez pour tous vos comptes, tout est accessible. Donc il faut avoir conscience que bien se protéger, ça implique quand même un minimum de travail, un minimum de gestion et de responsabilisation, et que en fait pour être bien protégé, il faut être parano. Ça, c'est quelque chose qu'un certain nombre de personnes dans l'écosystème crypto disent. Ouais. Déjà, le risque zéro n'existe pas. Même pour les plus maîtrisants, pour ceux qui vont prendre le plus de précautions, le risque zéro n'existe pas pour personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'abaisser au maximum ce niveau de risque. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'être parano. Et on rappelle aussi que souvent, quand on est ciblé comme ça par des attaques, des phishing, des SMS, des mails, c'est qu'il y a eu aussi des pertes de données de la part d'autres acteurs. Hein, donc ça vient aussi de l'extérieur. Les risques, finalement, sont quand même de plus en plus grands. C'est ça qui est... Oui. Et il faut en avoir conscience, quoi. Et il faut avoir conscience aussi du fait que des pirates ou des hackers, effectivement, qui vont aller acheter ces bases de données qui sont issues de leaks, comme on a pu en voir plein ces derniers temps, ils vont se concentrer sur des choses qui sont faciles à aller chercher. Donc déjà, dès lors que vous faites l'effort d'avoir des mots de passe avec un niveau de complexité suffisant, différent pour chaque compte, déjà du point de vue d'un hacker ou d'un pirate, vous êtes beaucoup moins intéressant parce que ça va demander plus de temps et d'énergie pour aller craquer vos mots de passe et accéder à vos comptes. Il y a beaucoup plus simple. Oui. Il y a beaucoup plus simple aujourd'hui pour eux. On va peut-être lâcher l'affaire pour un profil qui sera plus simple, justement, qui sera moins protégé. William, vous disiez aussi qu'il fallait faire attention à ces identifications, le fait de se faire identifier, mais pas forcément sur son téléphone, de se faire identifier dans chaque application. La double authentification. Oui, on parlait dans cette chronique justement du SIM swap qui est là pour le coup une arnaque. C'est quelque chose contre lequel on peut rien faire parce que ça passe même pas par nous finalement. Ça passe entre le pirate et votre opérateur et ils vont prendre possession de votre SIM. Et nous, moi, je parlais des Google Authentificators, par exemple. Je donne un exemple, les applications d'authentification qui permettaient de se libérer de l'authentification par SMS, où là, finalement, on pouvait... Il y a un autre moyen que j'avais amené avec moi. Voilà, alors c'est une petite clé. Une mini-clé. Avec une entrée USB et puis une surface prévue pour venir appliquer votre doigt. Donc c'est un peu le même principe qu'une clé Ledger, hein, c'est-à-dire que si vous voulez vous connecter à un compte pour lequel vous avez configuré une double authentification avec ça, exactement comme une clé Ledger, ça veut dire qu'il faut une action physique pour pouvoir accéder à son compte. Donc on n'est plus dans du 100% numérique. Donc ce qui me permet d'enchaîner sur une autre pratique de sécurité, là pour le coup spécifique aux crypto, une clé Ledger, donc ce qu'on appelle un hardware wallet, donc quelque chose qui va nécessiter une action physique. C'est ce qui va apporter le plus de sécurité, hein, parce que malheureusement sur des portefeuilles 100% numériques, donc comme cette connaissance qui s'est fait avoir avec le fameux mail, Trust Wallet, pour le coup, c'est un wallet qui existe réellement, hein, mais qui est 100% numérique. C'est une application, et donc il y a aucun lien, il y a aucun lien avec le monde réel. Il y a aucun ancrage physique, aucune activité physique qui vous est demandée pour pouvoir vous connecter à ce compte-là. Sauf, on va dire, éventuellement peut-être la biométrie si vous l'utilisez. Mais donc voilà, une clé Ledger... c'est physique, et par contre, vous portez la responsabilité. C'est ça, mais comme je le disais, il faut accepter ça en fait, pour avoir un niveau de protection suffisant. Absolument. On ne met pas non plus tous ses œufs dans le même panier, parce que ça, c'est une autre erreur. Sur les mêmes plateformes, par exemple ? Ou sur le même portefeuille, tout simplement, parce que là, la connaissance qui s'est fait voler ses cryptos suite à ce mail, à ce faux mail de Trust Wallet, le point de départ, c'est qu'elle avait des crypto-monnaies sur différentes plateformes, donc sur différents portefeuilles, et en fait, elle a voulu tout rassembler au même endroit. Jamais faire ça. Donc là, on pourrait même dire que c'est
de l'hygiène numérique, voire de l'éducation financière, mais ne jamais mettre ses œufs dans le même panier, parce que si jamais vous avez un problème avec un portefeuille, si vous avez différents portefeuilles et que vous avez réparti vos cryptos sur ces différents portefeuilles, au moins ce qui est sur les autres portefeuilles n'est pas affecté. Alors que si vous mettez tout au même endroit, forcément vous augmentez le risque. Il suffit que ce portefeuille-là ait un problème et vous n'avez plus rien. Il y a des choses à connaître quand on est des cryptos. Effectivement, ça devient de plus en plus précis. Merci beaucoup Nathan Jaron pour cette leçon d'hygiène numérique. C'est vraiment important de le savoir et de le rappeler régulièrement au vu des arnaques qui se multiplient. Il y a une autre hygiène qu'il faut avoir quand on a des cryptos. C'est l'hygiène fiscale, n'est-ce pas Alexandre? Et c'est pas parce que la période fiscale a pris fin qu'on ne continue pas justement à faire très attention à ce qu'on fait. Quelles sont les prochaines étapes là, mois de juin, juillet, vacances pour les investisseurs crypto? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ouais, c'est jamais fini. Et nous, au cabinet, on a aussi beaucoup d'escroqueries. Donc, on a les clients qui nous contactent pour préserver leur crypto du fisc et ceux pour préserver leur crypto des hackers et des escrocs. Donc, on a les deux parties. Et juste un petit conseil, parce que nous, on voit des vies vraiment qui sont brisées aussi en permanence et c'est terrible. Enfin, il y a des petits trucs simples. Toujours vérifier les URL, vérifier la liste AMF des acteurs enregistrés. Communiquer, en fait, poser 2-3 questions à ses proches, en parler avec ses proches quand on va envoyer 20 000 € à quelqu'un, en fait, parfois ça peut permettre de se rendre compte plus vite. Il y a plein de petites actions comme ça qui sont intéressantes et qui parfois peuvent éviter de tomber dans le piège et ouais, c'est vraiment horrible. Pour ceux qui gardent leur argent... Oui, et qui vont devoir payer des impôts dessus s'ils le sortent, ça on le sait. Exactement. Pour ceux qui ont déclaré, là, ils vont avoir leur avis d'imposition cet été. Et donc, c'est une question qu'on me pose souvent. Ensuite, le paiement, il se fait dans les conditions habituelles, c'est-à-dire en 4 fois, de septembre à décembre, en 4 échéances. Et cette année, on a une particularité pour les foyers les plus aisés, c'est-à-dire les célibataires qui ont déclaré plus de 250 000 € de revenus, plus-value comprise, ou 500 000 € en cas de couple. Eux, pour la première fois, et on n'a toujours pas beaucoup de détails, ils vont devoir payer un acompte de contribution différentielle sur les hauts revenus dès décembre de cette année. Cette année, on a ce nouvel impôt qui a été créé pour combler le déficit public et qui a pour effet de faire passer les revenus flat tax de 12,8 d'impôt à 20. Donc ça appelle un petit complément supplémentaire, parfois un gros complément. Et la particularité, c'est que ce complément, il ne doit pas être payé l'année prochaine, comme habituellement en N+1. Il doit être payé à hauteur de 95% de son montant dès décembre de cette année. Et le fisc a très peu communiqué là-dessus. Donc, c'est un point de vigilance pour les gros revenus. Le fisc est dans le creux de la vague. On l'a vu notamment sur les cryptos. Déjà, on en a déjà parlé sur ce plateau avec la difficulté de déclarer les plus-values et les moins-values cette année. Peut-être que ça va s'améliorer dans la prochaine déclaration en 2026. Spécifiquement pour ceux qui possèdent des cryptos, ceux qui ont raté l'échéance, est-ce qu'on a une période pour rectifier le tir, dire je me suis trompé Oui, totalement. C'est prévu. C'est tellement compliqué qu'heureusement qu'on a cette possibilité. Oui. En fait, dès cet été, l'espace en ligne que tout le monde utilise va rouvrir pour pouvoir faire des corrections sur sa déclaration. Et il va rester ouvert jusqu'à mi-décembre à peu près. Donc, ce sera possible de la même manière qu'on a déclaré, corriger sa déclaration. Pour ceux qui se sont trompés de manière encore plus tardive, c'est toujours possible de corriger sa déclaration jusqu'à 3 années plus tard. Donc, pour les revenus 2024, il sera toujours possible de déposer une déclaration rectificative jusqu'en 2027. Ce qu'on entend pas mal dans cette émission, c'est qu'en termes de crypto, le fisc a l'air dépassé, mais par contre, il n'est pas dépassé sur les contrôles et que les contrôles se multiplient sur les investisseurs crypto. Est-ce que c'est vrai, Alexandre? Oui, totalement. Là, on sent vraiment que ça se renforce et que ça se renforce sur des dossiers qui n'auraient pas été forcément contrôlés il y a 2-3 ans. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, on a quelques contrôles, mais sur des cas extrêmes, des gens qui ont vendu des millions d'euros sans rien déclarer. Ouais. Là, on voit que c'est plus forcément sur des cas extrêmes. Ça va être des gens qui ont déclaré, qui ont transféré leur résidence, donc on va venir challenger un peu leur résidence réelle. Ça va être des gens qui ont déclaré leur crypto, mais on va venir vérifier si les déclarations sont correctes par rapport à ce qui a été déclaré. Donc on voit que ça balaye beaucoup plus large et que tous les services finalement sont appliqués. C'est ça qui est assez étonnant. Autant les services qu'on croise traditionnellement lors du contrôle, c'est-à-dire les services territoriaux du contrôle fiscal, que des services plus nationaux
qui ont une compétence sur toute la France et qui ont des moyens d'enquête un peu plus poussés. Qu'est-ce qu'on risque en cas de contrôle, justement, très rapidement ? Alors, le spectre des sanctions, il est assez large. Oui, j'imagine, en fonction du montant. Voilà, exactement. Et de la bonne foi. Voilà, et du comportement du contribuable. Il faut retenir que la fourchette, elle est de 10% de majoration à 80, voire 100% dans les cas extrêmes de majoration, donc on double le montant de l'impôt. En plus des intérêts de retard qui sont anecdotiques, puisqu'ils sont de 2,4% par an, soit moins que l'inflation, quoi. Mais les majorations, c'est vraiment le sujet crucial. Et là, ça dépend de pas mal de paramètres. Notamment, on va être dans le haut des majorations si on a des comptes à l'étranger non déclarés, si on a mis en place des outils pour dissimuler le produit de sa fraude fiscale. En crypto, on peut penser à l'utilisation systématique de mixeurs, par exemple, qui pourraient être mal vus par le fisc. Et on est en bas de la fourchette, donc plutôt à 10% de majoration, si on est sur une erreur qui peut être excusée, c'est-à-dire le fisc ne considère pas que l'erreur a été sciemment commise, mais qu'elle résulte soit de la difficulté des textes, ce qui est souvent le cas, soit d'une erreur de calcul, ça peut arriver, pour le fisc aussi ça arrive, donc voilà. Ok. Bon, bah voilà, en tout cas, ne faites pas l'autruche et il y a toujours des responsabilités, aussi bien dans l'hygiène numérique que dans l'hygiène fiscale. Merci, messieurs, pour cette émission qui est passée trop vite. Nathan Jaharon, COO de la Blockchain Business School. Alexandre Lourimi, partenaire chez Orwell. Merci, William L, d'être venu dans cette émission et bon vent pour la suite. Et merci. Journaliste crypto, BFM Business. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.